personne n'a le droit de privatiser Laurent Gbagbo, personne n'a le droit de privatiser Alassane Ouattara, personne n'a le droit de privatiser Houphouët-Boigny, Robert Guèye, Henri Konan Bédié. Ce sont des patrimoines. Bienvenue à Evenus TV. Le vendredi 19 avril dernier, M. Alafé Assewakili présentait au grand public son dernier livre, Notre histoire avec Laurent Gbagbo. C'était à Paris, à la rue des Carmes, aux éditions L'Harmattan. Ce matin, nous allons voir avec lui quelques feuillets, en tout cas de cet ouvrage, qui fait déjà beaucoup de bruit. Bonjour M. Alafé. Bonjour Evenus, Philippe. Oui, mais comme on l'a dit, le vendredi dernier, vous étiez face au grand public de Paris. Oui. Vous avez présenté votre œuvre. En tout cas, la deuxième, après Instant de vie. Vous avez aussi, il y a quelques semaines, ici même à la même place. Ensemble, nous allons voir un peu le contenu. C'est vrai que cela, ça fait pas trop longtemps qu'on a vu le livre, mais il est là. On a pu quand même le parcourir en si peu de temps. On ne l'a pas encore fini, mais bon, on va essayer ensemble de voir un peu le contenu. Tout de suite, je m'en vais vous demander quelque chose. Après la préface du professeur Mamadou Koulibaly, vous attaquez en tout cas votre récit. Je vais parler de notre histoire avec le président Laurent Gbagbo et par ceci. D'abord, vous dites notre histoire avec Laurent Gbagbo, le grand titre, et tout de suite vous dites mon histoire avec papa commence en août 1998. Et plus loin, vous dites encore le quotidien Le National venait de signer sa présence sur le marché, créé pour défendre les institutions républicaines et venir au secours du président de la République, Henri Konan Bédié, malmené par le FPI et le RDR à travers la presse écrite qui leur était proche. Le National avait quelques difficultés à trouver ses marques. Moi qui suis journaliste et aussi observateur, je me dis, il m'a paru un peu difficile de comprendre tout de suite le lien entre d'abord le titre Notre histoire et l'entame de votre récit, Mon histoire. Ça crée un léger désordre, une légère confusion déjà dans l'esprit du lecteur et puis de suite. Pourquoi ne pas commencer par notre histoire avec papa? Il n'y a pas de confusion, on a 210 pages, il faut lire les 210 pages. Le début d'une œuvre ne préfigure pas de la fin ni ce qu'il y a à l'intérieur. On peut dire, vous savez, en communication, on garde la bonne chose, la meilleure chose pour la suite et non à l'entrée. Donc c'est une entame, mon histoire avec. Ça veut dire déjà il y a une histoire où il y a des histoires. Elle commence par mon histoire avec papa, elle passera par une histoire avec d'autres personnes et puis notre histoire, nous tous avec Laurent Gbagbo. Il n'y a pas de désordre, c'est dans l'ordre normal des choses, c'est un cheminement. Et il faut accepter d'aller dans cette quête et accepter d'aller au bout de ce cheminement. Comme on le verra le long du livre, en réalité, ce papa n'est personne d'autre que Mamadou Soumaoro. Voilà. Vous lisant toujours, depuis tout le début, en tout cas du paragraphe du livre, votre histoire avec Mamadou Soumaoro commence avec la naissance du quotidien Le National, proche du PDCI. Voilà. On constate aussi au long du livre que vous présentez ce monsieur-là comme quelqu'un qui, d'abord, a été au PDCI, pour ne pas dire proche du président de Henri Konan Bédié, puisque à la page 20, et nous le lisons ensemble, vous dites ici, les promoteurs du journal ne partageaient pas cette vision. Ils ont donc convaincu Laurent Gbagbo, qui avait réalisé un bon tour de table pour le démarrage du quotidien, de passer à l'offensive. On va aller plus loin. Les premiers numéros de Le National n'ayant pas satisfait le président Henri Konan Bédié, dont les sentiments ont été exprimés par le secrétaire général de la présidente de la République, Kwasi Yao, celui-ci incite alors papa à rencontrer Laurent Gbagbo pour le cocher. Pas très chaud au départ, papa accepte finalement. Il invite alors Laurent Gbagbo à prendre un petit déjeuner avec lui sous son fameux apatam. Il est question de voir quel appui logistique, intellectuel et idéologique papa peut apporter au nouveau quotidien. Oui. Ça veut dire quoi? Vous prenez là Mamadou Soumaoro comme d'abord étant celui-là qui a d'abord collaboré avec Henri Konan Bédié, et plus loin, vous le prenez encore comme quelqu'un
qui fut aussi secrétaire national du RDR. Et aujourd'hui, tout le monde sait que Mamadou Ben Soubaro est très proche, en tout cas de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Oui, il est plus proche de lui peut-être depuis 90, ils se sont connus en 90 et il a été le grand inspirateur et mentor de la campagne du FPI au niveau médias et télévision. On révèle dans le livre aussi comment il a donné des coups de main à la nouvelle presse de l'opposition et bleue qui venait à l'époque. Donc je pense que c'est un secret de polichinelle. Il a eu un parcours, il a eu une histoire qui sont liées à ses révoltes, qui sont liées à son caractère, à son refus d'entrer dans des appareils. Et donc, je témoigne aussi de cela. Et ce n'est pas quelque chose de dramatique dans cette Côte d'Ivoire. Pas de quelqu'un qui a aussi traîné aussi longtemps sa bosse dans des partis politiques. Non, il ne s'agit pas de ça. Moi, je ne suis pas militant, je n'ai pas je veux dire, au plan professionnel, vous avez été au national, vous avez été mais bien sûr, plusieurs quotidiens. Vous avez un parcours, vous avez fait plusieurs quotidiens. Aujourd'hui, vous êtes à Even News. Avant, vous avez écrit à l'Intelligence d'Abidjan, vous avez écrit à Matin d'Abidjan, vous avez écrit à beaucoup de journaux, vous avez écrit à Soir Info, à l'Inter. Donc, il y a un parcours. On dirait tel père, tel fils. Nullement, et vous qui êtes votre père, et puis vous faites ça. Nous tous, on a un parcours. Donc, ce n'est pas tel père, tel fils, chacun a un parcours. Le président Laurent Gbagbo a été avec Ouattara, allié. Aujourd'hui, ils sont adversaires. Il veut aujourd'hui le pays s'allier au PDCI. Alors, qu'attendez-vous d'un individu si les partis politiques, au gré de leurs intérêts, varient des citoyens en fonction de leurs soucis, en fonction des aspirations, en fonction de ce qui cadre avec leur vision, peuvent aller dans un journal, peuvent aller dans un parti, et il ne s'agit pas de traîner sa bosse, il s'agit de voir ce qui est bon pour soi et ce qui est aussi bon pour son pays. Voilà les enjeux. Ben Soumaro estimait que ces choses-là, ces choix idéologiques ou ces amitiés étaient bonnes pour lui, pour sa famille et pour son pays, et de bonne foi il a fait comme chacun le ferait. Comme Oufou Boigny l'a fait en s'apparentant, se désapparentant au Parti communiste, en se trouvant des alliés dans son combat pour la libération de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire, comme Henri Golan Bédié l'a fait, comme Robert Gueye l'a fait, comme Laurent Gbagbo l'a fait et comme le président Ouattara aujourd'hui le fait. On va toujours continuer, en tout cas, à lire ce livre très intéressant, bien écrit d'ailleurs. Nous sommes à la page 21. Avec lui, vous écrivez, donc avec papa, avec Mamadou Ben Soubaro toujours, et toujours pas avec Laurent Gbagbo. J'avais accepté de jouer le jeu, écouter et apprendre, me laisser guider et même dompter. Plaire, ne pas dire non brutalement, être l'agneau quand il le fallait, accepter plus ou moins de me laisser manipuler. L'élève ne doit pas chercher à devenir aussitôt le maître. Monsieur Alafé Ouattara, on dit de vous aujourd'hui l'un des plus grands journalistes, en tout cas que la Côte d'Ivoire connaît, ou bien que la Côte d'Ivoire connaît actuellement. Selon vous, cette notoriété, elle tire sa source où? De votre façon de vous laisser manipuler par des hommes politiques, par des hommes d'État, quand on sait que dans notre métier aujourd'hui, pour avoir une certaine promotion, on raconte dans les coulisses qu'il faut peut-être se laisser faire. On parle même de la perversion des journalistes qui sont obligés de coucher avec certains gourous. C'est un peu votre cas, vous l'avez effleuré, ça vous a paru nécessaire? Bon, je suis loin de ça. Mamadou Ben Soumaro était un monument de la presse, tout le monde le dit. Donc l'avoir approché, l'avoir fréquenté est une chance dont d'autres journalistes ont bénéficié avant moi et dont certains seraient tentés de bénéficier aujourd'hui. Vous savez, avant d'arriver à cela, on a une famille, on a des parents, on a une naissance, on va à l'école, on arrive à obtenir la licence de philosophie, la maîtrise en communication, on prépare une maîtrise en philosophie et puis à ce moment, on est presque fait. Et après avoir été fait, on cherche à être parfait. On est fait et on cherche à être parfait. Et on rencontre un homme, comme beaucoup rencontrent des hommes qui changent leur destin ou qui leur permet de mieux peaufiner ou plutôt de mieux faire ce qu'ils sont en train de réaliser. Donc c'est une rencontre comme d'autres pourraient en faire. C'est une rencontre comme un politique pourrait rencontrer des militants. Ce n'est pas une rencontre extraordinaire, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec des mœurs. En retour, vous le mieux quoi? Lui, il ne pas de vous. Non, il faut lire, vous verrez, il avait peut-être le sentiment
d'avoir ce fils. Il a eu beaucoup d'enfants, peut-être ce fils qu'il aurait aimé aussi avoir parmi ses enfants. Donc c'était aussi sa satisfaction. Je n'avais pas d'argent à lui donner, je n'ai pas d'argent à lui donner. Donc il a aidé d'autres gens avant sans rien recevoir. Continuer de former des jeunes, c'est comme moi quand j'offre de l'emploi à des jeunes, quand je forme des jeunes, qu'est-ce que je peux attendre sinon de les voir réussir. Et puis, comme tu es entraîneur de football et tu enseignes la musique et tu vois Alpha Blondy, tu vois Didier Drogba, tu es fier de l'avoir fabriqué, d'avoir participé à son évolution. L'entraîneur n'attend pas rétribution, il attend juste une satisfaction. C'est un peu comme ça. Je n'ai rien à lui donner. On continue encore de parcourir, en tout cas, ce livre très intéressant à lire. Nous sommes à la page 87. De retour d'un voyage aux États-Unis, Mamadou Coulibaly dénoncera lors d'une longue réunion de vérité qui durera 7 heures de temps la déliquescence morale de ses camarades qui ont pu être dans le doute au point de penser que leur chef, Laurent Gbagbo, a pu être capable de sortir avec sa fille et de l'enceinte. Plus loin, au 4e paragraphe, vous dites, sauf à trouver Mamadou Coulibaly une fille naturelle non mineure à l'époque des faits, comment comprendre, ou pour ne pas dire comment prétendre que Laurent Gbagbo avait enceinté sa génitrice après avoir proclamé dans la même période des relations illicites avec l'épouse du président de l'Assemblée nationale. Des relations qui auraient sémé des fruits, notamment des grossesses. C'est des révélations, mais c'est grave, monsieur Alassane Ouattara. Ce que vous écoutez dans votre... Est-ce que toutes ces accessions, toutes ces révélations découlent, on va dire, d'une investigation du journaliste ou bien des confidences que votre papa, Mamadou Ben Soubaro, vous aurait faites? Vous voyez bien que s'il n'est pas justement des confidences de lui, ça veut dire que donc ce n'est pas mon histoire avec lui seul. C'est pour ça qu'il y a une autre histoire avec Laurent Gbagbo. Quand on parle de ce qui s'est passé entre Laurent Gbagbo et Mamadou Coulibaly, ce que la rumeur a rapporté, vous convenez bien que vous trouvez une réponse à vos titres. C'est notre histoire avec Laurent Gbagbo. On parle de quelque chose qui, pendant des semaines, a été à la une de l'actualité en Côte d'Ivoire, cette situation-là. Donc, j'apporte un autre témoignage, une autre lecture qui est un peu différente de ce que l'on a vu, et je confirme peut-être certaines délégations qui avaient été faites. Donc, je ne vois pas où est la gravité. Il y a des témoignages, des échanges avec papa, mais aussi des échanges avec d'autres personnes et d'autres acteurs ou des gens qui ont été concernés. Cette partie de l'histoire devient notre histoire aussi, peut-être avec Mamadou Coulibaly dans sa relation avec Laurent Gbagbo, et forcément ça devient aussi notre histoire avec Laurent Gbagbo. Ce livre riche de 210 pages est une narration d'un fils, mais autant de révélations sur ses relations avec d'autres hommes d'État. On vous a connu avec le premier ministre Charles Konan Banni, avec le ministre Charles Kofi Dibi, avec Mamadou Coulibaly, avec Gbagbo, avec qui d'autres encore? Mais aujourd'hui, avec le président Bédié avant. Ah. Oui, puisque nous avons été gouvernés par le président Bédié pendant des années. Oui, un peu aussi avec Houphouët-Boigny, puisque lorsque je suis né à ce que je peux appeler la conscience intellectuelle et idéologique, Houphouët était là, j'étais en première, j'étais en terminale, j'étais dans des mouvements scolaires, j'étais au début militant de la FESI. Donc, Houphouët-Boigny était président et on a passé 1 à 3 ans sous la gouvernance d'Houphouët-Boigny. Donc, je suis un peu dans cette transition, Houphouët-Boigny, Bédié, Robert Guéhi, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara. C'est des éléments, des acteurs de notre histoire politique, sociale, économique. Et en tant que journaliste, nous devons en témoigner. On ne doit pas, je l'insiste là-dessus, accepter que des gens privatisent nos leaders politiques. Personne n'a le droit de privatiser Laurent Gbagbo, personne n'a le droit de privatiser Alassane Ouattara, personne n'a le droit de privatiser Houphouët-Boigny, Robert Guéhi, Henri Konan Bédié. Ce sont des patrimoines. On peut les aimer, on peut aussi les détester, oui, ça existe, mais on ne doit pas les privatiser et régner le droit à d'autres citoyens, qu'ils soient ivoiriens ou africains, de parler d'eux. Et d'ailleurs, ceux qui réunissent ce droit à certains citoyens ivoiriens applaudissent lorsque peut-être des Africains, des gens qui ne sont même pas ivoiriens, parlent bien de Laurent Gbagbo. Ne doit-on parler à Laurent Gbagbo qu'en bien? Ne doit-on parler d'un dirigeant qu'en bien?
De sorte que lorsque c'est le contraire, au lieu d'entrer dans le débat, dans la contradiction, on se met à dire c'est pour gagner de l'argent. Je voudrais terminer d'ailleurs. Vous savez, dans l'édition, ce livre-là, j'ai 6% par exemplaire vendu. Selon vous, combien d'exemplaires pourrais-je en vendre pour devenir riche avec le nom de Laurent Gbagbo? Il est quand même vendu à 21 € quand même. Prenons la conversion en francs CFA, ça donne 15 000 francs CFA. Et 6% des 15 000 francs CFA font 900 francs CFA. Convenez avec moi que pour devenir riche, il faut que je vende 1 million d'exemplaires, c'est-à-dire j'aurai le milliard. Savez-vous que ce livre, si on l'a trop vendu, ce sera 10 000 exemplaires. À 10 000 exemplaires, on a à peine 9 millions. Je pense que je n'ai pas besoin d'attendre ce livre-là pour avoir 10 millions aujourd'hui. Je le dis. Non, je vous prends un mot quand vous dites que personne n'a le droit de privatiser nos hommes d'État, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara. Mais je veux aussi vous dire que personne n'a aussi le droit de privatiser Massa Yipo, Jeanne Dué, Blé Goudé, oui. Damana Picasse, mais vous n'en parlez pas. J'en parle, je parle d'eux. Mais justement, comme vous le constatez, nous sommes encore à la 87e page pour dire que le livre, on n'a pas envie vraiment de finir de le lire. Moi qui ai pris déjà 4 jours pour le lire, je ne l'ai pas encore fini. Pourquoi? C'est pas parce que j'ai pas eu le temps ou mais c'est parce que quand tu le lis, non seulement il est accrocheur, mais il y a des histoires qu'on a envie de relire, de revoir, ce qui fait que jusque-là, je n'ai pas encore fini de lire. Donc voilà, j'invite en tout cas tous ceux qui sont encore curieux de savoir les derniers comportements, en tout cas du régime de Laurent Gbagbo, ces derniers temps, de lire parce que M. Alassane Ouattara d'abord fut conseiller, en tout cas de Charles Konan Banny, en son temps, quand il était encore Premier ministre, délégué au ministre à la communication. Oui. Vous êtes journaliste, vous avez un petit nom, Barbouze, ça vient d'où? On dit que M. Ouattara, il est dans tous les réseaux, on sait pas, on n'arrive pas à vous maîtriser, voilà. Et là où d'autres promoteurs, d'autres éditeurs de presse tirent le diable à la queue, vous êtes dans les grands voyages, vous êtes derrière. Quel est votre secret? Non, qui vous a dit que je ne tire pas le diable par la queue? Mais vous savez, il vaut mieux faire envie que pitié. J'ai mes difficultés. C'est vrai que cela me crée des problèmes parce que je vous avoue. On nous a dit que vous avez beaucoup de réseaux, dans beaucoup de réseaux. Je vous avoue que je peux avoir des difficultés et je vais voir des gens pour m'aider. Ces personnes disent non, c'est faux, je mens, je n'ai pas de problème parce que j'ai beaucoup de ressources. C'est vrai qu'il faut faire envie que pitié, mais ça peut créer souvent des problèmes. Oui, les réseaux, il faut en avoir, j'en ai, je ne m'en cache pas, mais ce n'est pas toujours des réseaux qui donnent des retombées financières. Un journaliste, c'est des réseaux, on m'a appelé le Barbouze en relation et en hommage avec un confrère occidental, dont je ne dirai pas le nom, qu'on avait surnommé le Barbouze parce que justement, il avait des réseaux, il avait des sources, il était très documenté, il pouvait vérifier avec les gens les plus impensables toute information. Tu l'appelles pour vérifier une information, il appelle un ministre, il appelle un DG, il appelle un leader de l'opposition. Je pense que c'est ça le journaliste. Donc, moi, je développais ces capacités-là il y a déjà 10 ans, voyez-vous. Il y a déjà 10 ans, j'essayais de tisser un carnet d'adresses et ça m'a permis d'avoir ce surnom qui n'est pas toujours valorisant. Parce que Barbouze fait espion, Barbouze fait service secret, Barbouze donne des connotations négatives, mais c'est resté, ça a été donné. C'est important pour le journaliste d'être dans les réseaux Oui, c'est important. C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes bien placé pour le savoir. Il y a une information à Abidjan de 1er mai. On nous dit il y a telle situation qui se passe à tel endroit. Si on n'a pas de réseau, on me dit aujourd'hui, je suis journaliste. On me dit, voici ce qui se passe au FPI. Si je ne peux pas appeler un responsable du FPI pour vérifier, ça ne sert à rien ma qualité de journaliste. Si je dois appeler uniquement les adversaires du FPI, c'est pour ça qu'il faut que les journalistes parviennent à percevoir cela. Moi, je m'appelle à la fée, j'ai l'intelligence d'Abidjan. On dit quelque chose se passe au FPI. On me dit, bon, on a libéré tel dirigeant. Si j'appelle un responsable gouvernemental qui ne veut pas parler, la famille du dirigeant va me dire, oui, on a libéré mon dirigeant. Et donc, pendant même que le dirigeant est en train de quitter sa prison, par exemple, les gens du FPI, pendant que le dirigeant, notamment, je prends un exemple, Afingé est en train de quitter sa prison, si moi j'ai des réseaux dans sa famille, on me dit, avant même que le gouvernement fasse un communiqué, je suis au courant, c'est ainsi que nous avons été parmi les premiers à annoncer que des cas du FPI allaient être libérés et nous avons même donné leur nom avant tout le monde. Pendant peut-être qu'on peut penser que les journaux proches du FPI géraient l'information de crainte que ça change, mais aussi ils pouvaient ne pas avoir l'information. Donc c'est ça un journaliste.
avoir la possibilité de parler à tout le monde pour avoir l'information. Et moi, je cultive cela. L'actualité aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est les élections locales. On ne va pas vous quitter sans quand même vous qui êtes dans les réseaux, comme vous le dites. On annonce, enfin, le gouvernement annonce 30% de participation, les réseaux sociaux annoncent 12%. Un commentaire sur ce qui vient de se passer aujourd'hui en Côte d'Ivoire dans les événements avec les zones locales et qui a été d'ailleurs boycotté par le Fonds pour l'Ivoirien. Oui, 30% officiel et une partie des réseaux sociaux, pas tous les réseaux sociaux, parce que vous savez, la toile est divisée par tangente, partisans et adversaires du gouvernement. Donc il y a les activistes des réseaux sociaux qui endossent les 30% officiels, il y a d'autres qui parlent de 10-15. Moi, je pense que le taux de 30% environ, un peu moins ou un peu plus, me paraît crédible et acceptable. Il est évident dans cette perspective. Ça nous demande de quoi? Des 5 millions qui ont voté en 2010? Oui, c'est ça. Il est sans évident compter que, ceux qui sont en exil, en prison, qui sont morts. Il est évident que, vous savez, aujourd'hui, les 5500 et 4000 qui ont voté en 2010, 5 millions 5 millions, il y a encore 5 millions en Côte d'Ivoire. Au moins, sinon même plus. Quand on met les exilés, quand on met ceux qui sont en prison, ça ne fait pas 200 000. Il faut aussi être dans des proportions réalistes. On nous dit qu'il y a plus de 800 000 non, pas du tout. En exil. Non, pas du tout. Ça, plus de 800, pour ne pas dire un millier en prison, 3 000 morts. Oui, 3 000 morts. Donc vous voyez bien que d'abord le chiffre de 800 000 n'est pas exact au niveau de l'ensemble des exilés. Et d'ailleurs, beaucoup ont pu entrer. Donc 30% de ces 5 millions inscrits. Et puis convenez avec moi que les Ivoiriens qui sont sortis ne sont pas tous électeurs. Il y en a qui sont sortis à leur famille, des enfants. Comme ceux qui sont restés en Côte d'Ivoire sont pas tous électeurs aussi. Mais bien sûr, ça veut dire un pays qui a 18 millions d'habitants, même s'il y a 800 000 qui sont sortis, il reste encore 17 millions en Côte d'Ivoire. Donc, dans les 800 000 là, on ne peut pas les sortir forcément des 5 millions d'électeurs. Voyez-vous, non? Est-ce que ce n'est pas une façon pour le nouveau gouvernement d'atteindre les chiffres que le président Gbagbo avait atteint à l'époque? Non, il ne s'agit pas de ça. Vous savez, si le FPI avait participé à ces élections, on aurait eu 50 à 60%. Parce qu'il faut analyser le taux de participation en fonction de l'enjeu de la présidentielle. En 2000, le taux sous Laurent Gbagbo a été peut-être de 30%, mais parce qu'à la présidentielle, il était à peu près identique. Le PCI et le RD ayant été absents, ayant boycotté, ils ne sont pas sortis pour voter. Et Laurent Gbagbo a gagné face à Robert Gueye avec un taux d'environ de 30%. Donc, par la suite, le taux est resté identique à peu près pour l'ensemble des élections. Et là, en 2010, nous sommes sortis d'une élection qui a mobilisé 70 à 80%. Il est évident que ni les législatives ni les municipales ne peuvent permettre d'atteindre un tel taux, mais le FPI était présent, nous aurons pu avoir 50 et 60%. Donc, il y a un peu une moitié de l'électorat. Mais cette moitié-là, on pourrait dire qu'il y aurait eu sans doute 20 à 25% du FPI, parce que ce n'est pas forcément tous les gens du FPI qui viendront voter, même si le FPI donnait un mot d'ordre, mais en même temps, il y aurait eu davantage de participation et de mobilisation des militants du RD et du PDCI qui auraient dit ah, tenez, même si on n'aime pas X qui a été choisi par le parti, il faut qu'on sorte pour le voter parce que si on ne le fait pas, le FPI pourrait gagner. Vous savez, il est facile pour le FPI de gagner des élections quand le PDCI et le RD ne sont pas réunis. Parce que sur 100 électeurs, il suffit que 38 choisissent le FPI et le FPI est minoritaire, certes par rapport à 78, mais quand les deux vont se partager les 78, les 72, ils auront 36. Les deux ensemble sont forts, ils sont premiers, ils ont 72. C'est ça, ou 62, voilà. Mais le FPI n'a que peut-être 38 par rapport aux deux, 38 contre 62. Mais il n'empêche que pour une élection à un premier tour, le FPI est vainqueur, au municipal ou au législatif. Ce qui a permis à un aîné, dans un échange hier, de dire mais et si Laurent Gbagbo avait pu modifier les règles du jeu à l'époque pour permettre comme au Togo, au Zaïre, à Kabila, au Cameroun et de plus en plus en Afrique, que le président soit élu au premier tour. Peut-être les autres auraient accepté cela, hein, voyez-vous, en se disant que c'est eux qui auraient été élus au premier tour. Et ils disaient que Laurent Gbagbo devait prendre cette décision le jour en 2005 après Pretoria où il a pris l'article 48 pour annoncer la candidature de tous ceux qui ont été aux accords de Marcoussis. J'ai dit, bon, est-ce que le compteur aurait permis cela? Est-ce que ça n'aurait pas créé des tensions? Il dit non, il faisait passer les deux décisions en même temps. D'après lui, mais vous savez à l'époque, tout le monde voulait jouer le franc jeu de la démocratie.
dire que vraiment on ne peut gouverner les Ivoiriens que si on a au moins la majorité. Il ne faut pas prendre les mauvais exemples. Voyez-vous, on peut être maire, peut-être à la majorité relative, député, mais gouverner l'ensemble des Ivoiriens avec une majorité relative, ce n'est pas conseillé. D'où l'alliance, d'où la prochaine alliance entre le FPI et le PDCI. Oui. Ça vous dit quelque chose? Moi, elle peut prospérer? Non, ça va être difficile. Ça va être difficile, mais le FPI joue son rôle, il fait son travail, mais j'avoue que ça va être difficile. Parce que il n'y avait peut-être jamais eu d'alliance objective, mais les idées, les arguments, les thèmes que le FPI évoque et soulève sont des thèmes qui ont été déjà au cœur de notre histoire, avec Laurent Gbagbo et avec Laurent Bédié. Sauver la patrie, rendre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Déjà ce débat-là. Donc le FPI vient avec ça, on nous arrache nos terres. La Côte d'Ivoire a fait ça et puis on a vu où ça nous a conduit. Peut-être que le FPI pourrait trouver d'autres thèmes pour se rassembler avec le PDCI parce que le PDCI semble avoir dépassé ses arguments et même s'il est un peu mécontent, il sait où ce genre de choses nous a conduit et à mon avis, il ne serait pas prêt à nous voir se régner sur ces valeurs-là. Il faut peut-être que la réflexion se poursuive, que les rencontres se fassent et qu'on trouve des arguments pouvant mieux mobiliser en faveur d'un rapprochement. On ne peut pas, en tout cas, vous quitter, surtout en parlant de notre histoire avec Laurent Gbagbo, votre deuxième livre, hein, après Instant de vie, et parler de Laurent Gbagbo lui-même. Il a la CPI, un pronostic, très bientôt, la CPI va rendre son verdict suite à l'audience de contrôle des charges. Il a des chances de sortie de là où il est aujourd'hui. Vous l'espérez aussi? Qu'il sorte un jour de la prison et que bon... J'espère la paix et la réconciliation. Tout ce qui peut nous amener à l'apaisement et la réconciliation doit être encouragé. J'espère la paix et la réconciliation. J'espère le rassemblement. J'espère le vivre ensemble. J'espère que les haines, les sentiments de radicalité, les extrémismes disparaissent. Tout ce qui peut nous entraîner en cela doit être encouragé. Maintenant, je ne suis pas spécialiste du droit. Je me dis que tout reste possible. Tout reste ouvert et le droit c'est peut-être pas le sport, le football, mais je me dis même en football, vous avez vu Paris Saint-Germain et Barcelone, ce que ça a failli donner, vous avez vu Paris Saint-Germain avec un petit club récemment, en football tout est possible, avec Evian en football tout est possible et je me suis dit en droit, toutes les possibilités demeurent. Donc il faut espérer que les juges rendent la meilleure décision qui soit dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Personne n'a le droit de privatiser Laurent Gbagbo, personne n'a le droit de privatiser Alassane Ouattara, personne n'a le droit de privatiser Houphouët-Boigny, Robert Guèye, Henri Konan Bédié. Ce sont des patrimoines. C'était Alassane Ouattara. Dans tous les cas, à Evenus TV, nous sommes jusque-là à la 87e page, comme je l'ai dit tantôt. Ce livre, on essaie de le lire et quand il est un paragraphe, tu as encore envie de le relire. En tout cas, nous, on a déjà notre histoire avec Laurent Gbagbo. À chacun son histoire, pour ne pas dire à chacun, notre histoire avec Laurent Gbagbo. Je vous remercie.